Mon fils s'est planté devant moi et a bloqué l'entrée avec ses deux bras en disant « Papa, tu ne vas pas entrer dans cette pièce tant que la famille de ma femme est là. » Je suis resté là un long moment à regarder mon propre fils se tenir sur le seuil de ma propre porte. Puis je me suis retourné, j'y ai marché jusqu'à ma Peugeot, et j'y ai appelé mon avocat avant même d'avoir démarré le moteur. Je m'appelle Gérard Lefebvre. J'y ai 65 ans et j'y ai passé 31 ans à diriger la maintenance et la conformité pour la Régie des Eaux de Lyon, ce qui signifie que pendant 3 décennies, mon travail consistait à m'assurer que personne dans cette ville n'ouvrait un robinet pour y trouver quelque chose d'inattendu. Il s'avère que j'y aurais dû porter une attention plus étroite à ma propre maison. J'y ai pris ma retraite il y a 2 ans avec une pension solide, une maison entièrement payée dans le quartier de mon plaisir, et exactement un passe-temps, qui aidait à agacer ma femme. Avant de vous raconter ce que j'y ai fait ensuite, dites-moi dès où vous regardez cette vidéo. J'y aimerais beaucoup le savoir. Chantal et moi sommes mariés depuis 38 ans. Nous nous sommes mariés quand elle avait 23 ans et moi 25 dans le jardin de sa mère à Saint-Étienne avec une table pliante pleine de toast à la tapenade et mon oncle qui jouait mal de l'accordéon. Nous avons un fils, Julien, qui a maintenant 36 ans. Julien a épousé Camille il y a 6 ans. Voilà le décor. Maintenant, laissez-moi vous raconter comment tout s'est effondré. Chantal est le genre de femme qui se souvient de l'anniversaire de tout le monde, y compris celui du facteur, et qui a un jour fait pleurer un homme adulte en lui demandant des excuses à la préfecture, non pas parce qu'elle a crié, mais parce qu'elle a posé une question très calme et très précise. Elle a travaillé 26 ans comme secrétaire des écoles primaires, et il n'y a rien sur cette terre qui lui échappe. Jean-Paul est mon meilleur ami depuis 24 ans. Nous nous sommes rencontrés dans une équipe de pétanque qui n'existe plus et aucun de nous ne peut plus vraiment jouer, mais nous nous parlons toujours presque tous les jours. Il a pris sa retraite de la poste il y a 4 ans et passe maintenant son temps à réparer des tondeuses à gazon que personne ne lui a demandé de réparer. Notre vie avant tout cela était tranquille dans le bon sens du terme. Les déjeuners du dimanche, le jardin de Chantal, Jean-Paul qui débarquait sans invitation avec des bières et des opinions bien tranchées, Julien qui appelait la plupart des semaines, un peu moins après son mariage avec Camille, ce que je me disais être juste la vie de couple. Rien de bien inquiétant. Camille travaille comme assistante juridique pour un cabinet spécialisé dans la gestion de patrimoine en centre-ville appelé Roche et Associés. Elle a 34 ans, elle est vive, organisée, le genre de personne qui classe tout par code couleur. Quand elle et Julien se sont mariés, je l'aimais bien. Elle était polie au dîner, posait les bonnes questions, se souvenait que Chantal prend son café avec 2 sucres. Ce que je ne savais pas pendant les 4 premières années, c'est qu'elle et Julien avaient investi presque tout ce qu'ils avaient dans un petit restaurant rue de la République appelé le Bistrot des Gones, et qu'au début de l'année dernière, ils perdaient de l'argent de manière catastrophique. Quelque chose comme 10 000 € par mois qu'ils n'avaient pas. Les signes avant-coureurs ont commencé de façon assez discrète pour que je n'y prête pas attention. En février dernier, Julien m'a demandé, très naturellement au téléphone, si Chantal et moi avions déjà mis en place un mandat de protection future ou une donation au dernier vivant. J'y ai dit que non. Nous avions de simples testaments, faits il y a des années chez un notaire de Villeurbanne qui a pris sa retraite depuis. Julien a dit que c'était une bonne chose de s'y pencher. Les gens de notre âge devraient penser à ce genre de choses. J'y ai dit, bien sûr, un jour ou l'autre. En mars, une femme d'une agence immobilière a appelé à la maison pour demander de confirmer un rendez-vous que ni Chantal ni moi ne nous souvenions avoir pris. J'y ai pensé que c'était un mauvais numéro. En avril, certains courriers ont cessé d'arriver. Pas tous, juste certaines choses. Quelques relevés bancaires, ce que j'y ai mis sur le compte des dysfonctionnements de la Poste, sans vouloir offenser Jean-Paul. Un dimanche d'avril, je suis passé à leur appartement pour déposer une lettre que Julien m'avait empruntée, et Camille était sur le balcon au téléphone, ne sachant pas que je pouvais l'entendre à travers la porte-fenêtre. Elle disait à quelqu'un, avec une voix fatiguée que je ne lui connaissais pas, qu'elle avait juste besoin de 6 mois de plus, qu'elle avait un plan, que personne n'allait perdre le restaurant sous sa surveillance. Je n'y ai rien vu d'autre sur le moment qu'un sentiment de peine pour elle. Avec le recul maintenant, je comprends exactement ce que 6 mois de plus signifiait, et exactement sur l'argent de qui ce plan allait reposer. Rien de tout cela ne m'a alarmé en soi. Je ne suis pas un homme paranoïaque. J'y ai passé toute ma carrière à faire confiance au système pour qu'il fonctionne comme ils le doivent. C'est exactement là qu'était le problème. En juin,
je suis allé à notre agence du Crédit Agricole pour ajouter Chantal comme co-titulaire sur un compte à terme que nous avions ouvert, chose que j'y aurais dû faire il y a des années. Le directeur de l'agence, un homme nommé Monsieur Martin qui nous aide depuis 11 ans, a ouvert notre dossier et a pris un air étrange. Il a dit, « Gérard, il y a une procuration totale enregistrée sur ce compte depuis le mois de mars. » Je lui ai dit que ce n'était pas possible. Nous n'avions jamais rien signé de tel. Il a tourné son écran vers moi. Il y était inscrit Camille Lefebvre en tant que mandataire pour Gérard Lefebvre, avec autorité sur les comptes bancaires, les biens immobiliers et les décisions financières, authentifié le 14 mars. Je n'ai pas reconnu le nom du notaire. Je n'ai pas reconnu ma propre signature qui, une fois examinée de près, elle n'était pas la mienne du tout, juste assez proche pour faire illusion au premier coup d'œil. Je suis allé directement au bureau des hypothèques et j'y ai récupéré le dossier moi-même. C'était là, 4 pages, mon nom dactylographié proprement en haut, une signature dont la boucle du G était fausse, un tampon de notaire et une femme nommée Martine Rousseau que je n'avais jamais rencontrée de ma vie. Attaché à cela se trouvait un second document, une demande de transfert de propriété pour la maison de mon plaisir, pas encore enregistrée, attendant dans un dossier que la procuration soit validée pour être actée. Ma maison, payée intégralement en 2019, attendant d'être transférée au nom de quelqu'un d'autre. Je suis resté assis dans ma voiture sur le parking pendant un long moment. J'y ai lu la date sur le tampon du notaire 2 fois, comme si elle pouvait changer. Mes mains ne tremblaient pas, elles étaient juste immobiles, à plat sur le volant, comme si elles ne servaient plus à rien. Ce soir-là, j'y ai appelé Jean-Paul. Il a décroché à la 2e sonnerie comme toujours. J'y ai dit, « Jean-Paul, je crois que Camille essaie de me voler ma maison. » Il y a eu un silence. Puis il a dit, « Répète ça, plus doucement. » Je lui ai tout raconté, la procuration, le dossier de transfert, le notaire que je n'avais jamais rencontré. Il a été silencieux une seconde, puis il a dit, « Gérard, est-ce que Julien est au courant de ça ?» J'y ai dit, « Je ne sais pas. » Jean-Paul a dit, « C'est la partie qui va faire plus mal que l'argent. » Il avait raison sur ce point. Le lendemain matin, j'y ai appelé maître Isabelle Dubois, une avocate spécialisée dans les litiges patrimoniaux que Monsieur Martin à la banque m'avait recommandé, une femme ayant la réputation d'être très désagréable à affronter en justice. Isabelle a 51 ans, elle est directe et a un rire comme une alarme de voiture qu'elle utilise peut-être 2 fois par réunion, toujours quand on s'y attend le moins. Je lui ai apporté les documents officiels. Elle les a lus une fois, les a posés et a dit, « Gérard, ce tampon de notaire est un faux. Il n'y a aucune Martine Rousseau enregistrée comme notaire dans toute la région. Quelqu'un a fabriqué cela de toutes pièces. » Le plan d'Isabelle était simple, et elle en a exposé chaque étape. Premièrement, nous avons déposé une révocation des urgences de la procuration auprès des autorités, ce qui, selon elle, prendrait environ 10 jours pour être traité et geler tout transfert en cours. Deuxièmement, elle a assigné les dossiers de Roche et Associés, elle employeur de Camille, pour retracer le modèle de l'Acte et voir s'il correspondait aux logiciels utilisés par le cabinet. Troisièmement, elle a préparé une plainte au civil pour faux et usage de faux, et quatrièmement, un signalement à la Chambre des clercs et assistants juridiques. Puisque Camille possède une certification professionnelle qui s'accompagne de ses propres règles éthiques concernant exactement ce genre de choses. Isabelle a dit que nous retiendrions le signalement au procureur de la République jusqu'à ce que nous ayons les preuves papier verrouillées, car la justice veut des preuves, pas des accusations. Elle m'a dit de ne pas dire un seul mot à Julien ou Camille jusqu'à ce qu'elle me donne le feu vert. J'y ai demandé combien de temps cela prendrait. Elle a dit, 6 semaines, plus ou moins. Et Gérard, j'y ai besoin que tu sois ennuyeux pendant 6 semaines. Ne confronte personne. Vis juste ta vie. J'y ai essayé. Chantal ne savait pas encore, pas les détails, seulement que quelque chose n'allait pas, parce qu'elle me connaît depuis 38 ans et que j'y ai arrêté de dormir vers la 2e semaine. Je lui ai tout raconté un mardi soir à la table de la cuisine, et elle est devenue très silencieuse, puis elle a dit, de cette voix plate et calme qu'elle utilise quand elle est plus furieuse qu'elle ne l'a jamais été, « Apporte-moi une copie de ce dossier. » Elle l'a lu 2 fois. Puis elle a dit, « Cette fille s'est souvenue de la façon dont je prends mon café et a imité la signature de mon mari la même année. » Je serais presque impressionné. 6 semaines plus tard, un samedi de la 3e semaine de juillet, Julien et Camille organisaient un dîner de famille chez eux, les parents de Camille étant en visite depuis Saint-Étienne. Isabelle nous avait donné le feu vert pour agir cette même semaine,
La procuration était révoquée, le notaire confirmé comme étant inexistant et le matériel de contrefaçon tracé jusqu'à un kit commandé au nom de Camille. Les documents de transfert étaient gelés avant même d'atteindre le bureau d'enregistrement. Je m'y suis rendu ce soir-là pour parler à Julien seul avant que sa belle famille ne s'assoie pour manger, car quoi qu'il arrive, je voulais que mon fils ait l'entende de ma bouche en premier. Julien m'a accueilli à la porte et j'y ai pu le voir sur son visage avant même qu'il ne dise un mot, la mâchoire serrée, la façon dont ses yeux évitaient les miens. Il s'est avancé sur le seuil et a tendu les deux bras comme s'il bloquait une grille. « Papa, a-t-il dit, tu ne vas pas entrer dans cette pièce tant que la famille de ma femme est là. » Je suis resté là à regarder mon propre fils se tenir devant ma propre porte, gardant une table à laquelle j'y avais été invité, protégeant la femme qui avait imité ma signature. J'y ai dit, « Julien, sais-tu ce qu'elle a fait ?» Il a dit, « Ne fais pas ça ici. » Camille est arrivée derrière lui à ce moment-là, elle s'essuyant les mains sur un torchon, et quand elle a vu mon visage, elle s'est arrêtée dans le couloir. Elle a dit, « Gérard, quoi que ce soit, est-ce que ça peut attendre que mes parents partent ?» J'y ai dit, « Non Camille, je ne pense pas que cela puisse attendre. Il y a un mandat de protection avec mon nom dessus et un faux tampon de notaire, déposé en mars. » Elle n'a pas bronché tout de suite. Elle a dit, « Je protégeais la maison, Gérard, je la protégeais pour la famille, pour Julien, pour Chantal et toi aussi. Vous vieillissez et rien n'était organisé correctement. » J'y ai dit, « Je ne t'ai jamais demandé de protéger quoi que ce soit. » Elle a dit, « Tu m'aurais remercié un jour, une fois que tu aurais compris ce que j'y essayais de faire pour cette famille. » J'y ai dit, « Camille, le notaire sur ce document n'existe pas. Il n'y a aucune Martine Rousseau enregistrée nulle part dans ce pays. Ce n'est pas protéger quelqu'un. C'est un faux en écriture. » Elle n'a pas eu de réponse à cela. J'y ai vu son visage changer, pas de manière dramatique, juste devenir immobile. La même immobilité que mes propres mains ce jour-là dans la voiture. Julien l'a regardé puis m'a regardé et quelque chose s'est brisé dans son regard. Pas de la surprise exactement, plutôt comme un homme regardant un pont qu'il soupçonnait déjà à moitié d'être pourri et s'effondrer enfin. Il a dit, « Ce n'est pas ce qui s'est passé. Elle essayait juste de nous aider à anticiper l'avenir. » J'y ai dit, « Julien, ma signature est imitée. Il n'existe aucune version de LED qui inclut la falsification d'une signature. » Il n'a pas eu de réponse non plus. Je me suis retourné, j'y ai marché jusqu'à ma voiture et j'y ai appelé Isabelle avant même d'avoir démarré le moteur. Si cela vous arrivait, si vous découvriez que quelqu'un de votre propre famille avait fait cela, que feriez-vous? Le reste s'est réglé dans le bureau d'Isabelle, pas dans une salle d'audience bruyante. Camille a été poursuivie pour faux et usage de faux et usurpation des identités, des délits graves étant donné que l'instrument falsifié concernait une procuration et une tentative de transfert immobilier sur une maison valant plus de 450 000 €. Elle a plaidé coupable pour une charge réduite, un chef des accusations de faux, et a reçu 3 ans de prison avec sursis, l'obligation de rembourser nos frais des avocats et une interdiction permanente d'exercer toute profession juridique. Elle a perdu son emploi chez Roche et Associés moins d'1 semaine après que le cabinet a reçu l'assignation d'Isabelle. Le bistrot des Gones a fermé définitivement en octobre, la dette qui avait tout déclenché finissant par les rattraper de toute façon. Julien a quitté leur appartement en septembre. Lui et Camille se sont séparés, pas encore divorcés mais vivant séparément, et ils logent dans une location près de Villeurbanne depuis. Il appelle maintenant chaque semaine, parfois 2 fois. Ce n'est pas encore réparé. Isabelle m'a dit que certaines choses prennent plus de temps à réparer qu'un dossier juridique, et elle a raison. Mais il est venu pour le déjeuner du dimanche. Il s'est assis à côté de moi au lieu de s'asseoir en face, ce qui ressemblait à un début. La maison est toujours à nous, les titres de propriété sont propres, rien n'est en attente. Chantal a fait changer les serrures la même semaine, non pas parce qu'elle pensait que Camille viendrait avec un pied de biche, mais parce que, selon ses mots, une femme mérite de sentir que sa propre porte d'entrée signifie à nouveau quelque chose. C'est un dimanche soir maintenant, 6 mois plus tard, et Chantal est dans la cuisine en train de se disputer avec une recette qui l'a personnellement offensée. Jean-Paul est sur notre terrasse arrière en train de faire semblant de réparer une tondeuse qui fonctionne parfaitement bien, juste pour avoir une excuse d'être ici. Chantal crie par la fenêtre que le dîner est dans 20 minutes, et que si Jean-Paul casse une autre tondeuse sur sa propriété, elle lui facturera l'herbe qu'il tue. Jean-Paul répond en criant qu'il prend note de la remarque.
Je m'assois à côté de lui, et pendant un moment aucun de nous ne dit rien, et c'est très bien ainsi, car certaines soirées n'ont pas besoin d'être comblées de paroles. Cette histoire nous rappelle cruellement que la trahison vient souvent de là où on l'attend le moins, parfois même au sein de notre propre foyer sous couvert de bienveillance. La cupidité et la pression financière peuvent pousser des personnes que nous pensons connaître à commettre l'irréparable, transformant des liens sacrés en simples transactions frauduleuses. La leçon ici est double. D'une part, il est essentiel de protéger juridiquement ses biens et de surveiller ses affaires personnelles même quand tout semble calme, et d'autre part, la transparence au sein de la famille est le seul rempart contre le ressentiment et le crime. Gérard a eu la force d'agir avec raison plutôt qu'avec émotion, sauvant ainsi non seulement son patrimoine, mais peut-être aussi l'avenir de son fils en mettant fin à un cycle de mensonges. Et vous, si vous découvriez qu'un proche a imité votre signature pourrait s'emparer de vos biens tout en prétendant vouloir vous protéger, seriez-vous capable de pardonner ou couperiez-vous les ponts définitivement pour vous protéger? Partagez votre avis et vos expériences dans les commentaires, cela m'intéresse beaucoup de vous lire.